Sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à notre rapporteure Anne Genté en la remerciant évidemment, comme à l'accoutumée, de la grande qualité de son approche. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, donc il me revient aujourd'hui de vous présenter donc cet accord-cadre qui a été donc conclu le 7 août 2017, il y a maintenant bientôt 3 ans, entre l'Union européenne et ses États membres d'une part et l'Australie d'autre part, et pour lequel il nous est demandé collectivement d'autoriser sa ratification. L'Union européenne et la région Pacifique entretiennent une relation de longue date et partagent des valeurs ainsi que des liens économiques et commerciaux étroits. L'Union européenne a déjà noué des partenariats avec les 15 États insulaires indépendants du Pacifique. Ils sont 15. On connaît beaucoup l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais il y en a bien d'autres, lesquels sont axés sur le développement, la pêche et le changement climatique, ainsi qu'avec les 4 pays et territoires d'outre-mer et le Forum des îles du Pacifique. Entre l'Union européenne et l'Australie existait depuis les années 60 un accord de partenariat non contraignant qui a été révisé en 2008. Mais très vite, après le traité de Lisbonne de l'Union européenne, l'Australie a manifesté son intérêt pour un accord contraignant cette fois-ci. Et c'est ainsi que le 16 juin 2011, la Commission européenne a présenté au Conseil une recommandation visant à l'autoriser à ouvrir des négociations en vue d'un accord cadre entre l'Union européenne et l'Australie. Les négociations ont duré 3 ans et demi. Et l'accord a été paraphé, Madame la Présidente le rappelait, en 2015 pour être signé le 7 août 2017 à Manille, aux Philippines, par à l'époque la haute représentante qui était Madame Federica Mogherini pour l'Union et la ministre des Affaires étrangères australienne Julie Bishop. L'Australie, de son côté, a déjà ratifié cet accord-cadre depuis le 4 septembre 2018 et ils sont clairement impatients que nous le ratifions également, ils me l'ont dit. Tandis que du côté de l'Union européenne, 15 des 27 États membres l'ont ratifié et même le Royaume-Uni l'avait déjà ratifié. L'objet de ce type d'accord-cadre est donc de renforcer l'assise juridique et le champ des relations de l'Union européenne avec l'un de ses partenaires en intégrant les dimensions politiques, économiques et sectorielles les plus larges possibles. L'Union européenne a déjà conclu des accords-cadres de ce type avec de nombreux pays partenaires, qu'il s'agisse d'accords de partenariat et de coopération, d'accords de stabilisation et d'association ou encore d'accords de partenariat stratégique. De nombreux accords ont été signés ainsi avec le Canada, le Japon, la Corée, les Philippines, des accords, j'entends bien, de ce type-là. Un accord cadre entre l'Union européenne dans le Pacifique et la Nouvelle-Zélande est en cours de ratification. Nous l'avons nous-mêmes ratifié ici dans notre commission il y a quelques mois. Et un accord similaire est actuellement négocié avec la Suisse. Le présent accord doit être bien distingué, Madame la Présidente l'a rappelé, de l'accord commercial qui est en cours de négociation. Il en est même à son 6e cycle de négociation qui s'est terminé le 14 février, il y a quelques jours. La ratification de cet accord, j'insiste bien, Madame la Présidente là aussi l'a rappelé, n'exige pas, il n'empêche pas non plus la conclusion d'un autre type d'accord technique et notamment d'un accord commercial. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi un accord cadre? L'Union européenne et l'Australie donc entretiennent des relations historiques, fortes et anciennes, qui reposent notamment sur des valeurs communes. Le respect de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit et du droit international. D'une certaine façon, on peut dire que l'Union européenne et l'Australie forment une communauté de destin avec déjà une partie de communauté historique, comme le rappelait Madame la Présidente. Du point de vue australien, on considère qu'une Union européenne forte est essentielle pour les intérêts de l'Australie et que l'Union européenne sera un partenaire de plus en plus important pour protéger et promouvoir l'ordre international fondé sur des règles à une époque où cet ordre international est profondément secoué. De plus, l'Australie considère comme indispensable un renforcement de la coopération entre l'UE et ses États membres à l'heure du Brexit pour avancer sur des défis tels que le terrorisme, j'y reviendrai, la prolifération des armes de destruction massive, la défense des droits de l'homme, mais aussi la lutte contre le changement climatique, et là aussi, j'y reviendrai. Dans ce cadre, je voudrais rappeler à notre commission que l'Australie est un partenaire stratégique pour la France. D'ailleurs, la relation bilatérale entre la France et l'Australie n'a jamais été aussi bonne, jamais été aussi fluide et même surtout jamais été aussi prometteuse.
Le déplacement du président de la République en mai 2018, il y a bientôt 2 ans, avait mis en exergue le renforcement de liens étroits entre nos 2 pays, et l'Australie occupe une place centrale pour la réussite de la stratégie de l'axe Indo-Pacifique qu'avait à l'époque défini notre président. La vitalité de notre entente s'illustre dans la vitalité de notre très vaste communauté française sur place, qui est jeune, qui est entrepreneuse, qui comporte 25 000 de nos compatriotes, qui, là-bas à l'autre bout du monde, down under, comme se disent les Australiens, sont là-bas pour y saisir toutes les opportunités nombreuses offertes par ce pays-continent, dont les habitants, je tiens à le souligner, aiment particulièrement la France et les Français. C'est vraiment très frappant lorsque vous y allez, l'affection qu'ont les Australiens pour la France. Je crois dire qu'ils sont pas loin d'1 million. Je rappelle qu'ils sont à peu près 25 millions d'habitants et pas loin d'1 million d'Australiens viennent très régulièrement en France pour du tourisme. C'est absolument considérable. C'est dans ce contexte que j'ai réalisé ce rapport. Et pour cerner plus précisément les enjeux, je me suis rendue en Australie en janvier dernier, qui forme donc l'un des 49 pays de ma circonscription. J'en ai d'ailleurs profité pour apporter le soutien de la représentation nationale, aussi bien aux Australiens touchés par les terribles incendies qu'à nos compatriotes sur place qui étaient également très affectés. Clairement, d'ailleurs, il y aura un avant et un après les grands incendies d'Australie de cette année. Que contient donc cet accord ? L'accord cadre qui est examiné aujourd'hui vise donc à encourager la coopération dans un très large nombre de domaines. Je vais les citer: la sécurité internationale, le développement mondial et l'aide humanitaire, la coopération économique et commerciale, la justice, la liberté et la sécurité, la recherche et l'innovation, l'éducation et la culture, le développement durable, l'énergie, les transports, l'agriculture, la pêche, la préservation des forêts, l'emploi et la santé. Ce sont donc des champs de collaboration très nombreux et je n'en développerai que quelques-uns. Je commencerai par le renforcement de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et contre la criminalité. À cet égard, je veux souligner que l'Australie a envoyé des troupes auprès de la coalition mondiale contre Daesh en Irak et en Syrie. En Afghanistan, l'Australie a fourni le principal contingent de troupes hors OTAN à la Force internationale d'assistance à la sécurité. L'Australie est donc d'ores et déjà un allié solide. Par ailleurs, au même titre que de trop nombreux Européens, des ressortissants australiens ont été victimes d'une série d'attentats terroristes commis par des islamistes radicaux, aussi bien sur le sol australien qu'à l'étranger. Et dans ce combat, l'Union européenne et l'Australie collaborent déjà étroitement pour lutter donc contre le terrorisme, contre l'extrémisme violent et contre les mécanismes de financement d'organisations terroristes. L'Australie participe aussi grâce au support financier de l'Union européenne avec le Centre de coopération en matière répressive de Jakarta, qui est une initiative austro-indonésienne qui vise à améliorer l'expertise des organes de répression du Sud-Est asiatique dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontière organisée. L'Asie du Sud-Est est une clé importante de lutte contre le terrorisme. L'Australie combat aussi le djihadisme aux Philippines, au sud des Philippines, en soutien du gouvernement local. Le sud des Philippines est assez proche de l'Australie à l'échelle de cette zone du monde, évidemment. L'Australie participe également à nos côtés à des opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies sur 3 continents. Et sa marine, Madame la Présidente le rappelait, mène aussi des opérations de lutte contre les actes de piraterie et le terrorisme dans la Corne de l'Afrique et dans l'océan Indien. Nous voyons là combien la coopération avec l'Australie est essentielle à notre sécurité quotidienne sur notre sol européen comme sur le leur. Et cet accord-cadre ne peut que le renforcer. Autre axe majeur de collaboration, l'environnement et le climat. Il faut tout d'abord souligner, c'est important de le rappeler, que cet accord a été paraphé avant la signature de l'accord de Paris, qui du coup en est absent. Ne vous en étonnez pas. Toutefois, l'article 46 de cet accord-cadre est entièrement consacré à la reconnaissance de la menace mondiale commune que constitue le changement climatique. Il comprend de nombreux engagements en matière de protection de l'environnement, de développement durable, de préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, de gestion durable des forêts et de lutte contre la pêche illicite. Les mots d'ailleurs de cet article sont sans ambiguïté. Les parties s'engagent, je cite, à œuvrer ensemble pour parvenir à un accord international sur le climat solide, juridiquement contraignant et applicable à tous les pays. On voyait bien derrière ces mots poindre la notion d'accord de Paris qui a été signé dans les années qui ont suivi ce paraphe, dans les mois qui ont suivi. Je tiens à souligner que malgré des remous politiques qui ont vu tomber
3 gouvernements successifs en Australie sur des sujets environnementaux. Ils sont détaillés d'ailleurs dans le rapport. J'ai pu constater que la conscience environnementale australienne est réelle et la lutte contre le changement climatique, une véritable préoccupation qui est visible. Aujourd'hui, 1/4 de la consommation d'électricité en Australie provient d'énergies renouvelables, les 3/4 d'énergie fossile, c'est vrai. Un ménage australien sur 5 a des panneaux solaires sur son toit et une batterie Tesla. En plein épisode des incendies géants cet hiver, le Premier ministre Scott Morrison, qui a été poussé par son opinion publique, il faut le souligner, a réaffirmé l'engagement du gouvernement australien de baisser significativement les émissions de gaz à effet de serre dès 2030. Mais, je voudrais aussi insister ici, les États tels celui de Victoria ont des ambitions plus importantes et annoncent déjà une neutralité carbone pour 2050. La différence entre les objectifs fédéraux et les mises en œuvre nationales des États fédérés est très importante et je la souligne à plusieurs niveaux dans le rapport. Le Premier ministre a annoncé que l'Australie devait être préparée à faire face à d'autres crises environnementales après ces grands incendies et pour cela devait donc repenser son modèle de développement, c'est très intéressant qu'il ait dit cela, et investir massivement pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il a annoncé d'ailleurs un financement de plus d'1 milliard d'euros affecté à un fonds de reconstruction des régions sinistrées. Il s'est déclaré favorable à la création d'une commission d'enquête destinée à mener une évaluation indépendante de la réponse apportée à la crise et qui pourrait examiner aussi la politique climatique du pays, y compris la question des émissions. On voit donc là les choses clairement bouger du côté du gouvernement fédéral. L'épisode tragique que vient de traverser le pays oblige donc les pouvoirs publics, mais également le peuple australien, à aller plus vite, à aller plus fort sur la voie de la lutte contre le changement climatique. Et à l'évidence, cet accord-cadre, au travers de son article 46, y contribuera également. Enfin, cet accord doit aussi être étudié à l'aune de la présence loco-régionale française. La France est le seul État membre présent dans la zone Océanie-Pacifique depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. J'ai reçu une note du service de coopération régionale, à ma demande d'ailleurs, des relations extérieures du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il y est souligné que, je cite, « Si les pays et territoires d'outre-mer du Pacifique ne sont pas expressément mentionnés dans le texte de l'accord, sa mise en œuvre aura un effet indirect pour la Nouvelle-Calédonie, compte tenu des secteurs visés, de ses objectifs et des compétences de la Nouvelle-Calédonie. » En effet, les coopérations prévues par l'accord impliqueront de manière forte ce territoire d'outre-mer. La Nouvelle-Calédonie a une diplomatie régionale assez active, grâce notamment à ses délégués, qui sont des formes de diplomates néo-calédoniens, présents à Canberra, capitale australienne, mais aussi, je vais vous faire voyager, à Port Vila au Vanuatu, à Wellington en Nouvelle-Zélande, à Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Suva personne ne sait, Fidji. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a rendu un avis sur le projet de loi le 14 novembre 2019. Il a relevé que les stipulations de l'accord-cadre ne soulevaient pas de difficultés particulières, je le cite aussi, et n'a formulé, s'agissant du projet de loi, aucune opposition à sa ratification, avec un point de vigilance cependant, concernant le commerce du cobalt et des produits de la pêche, pour lesquels le gouvernement de Nouvelle-Calédonie souhaite sauvegarder bien évidemment son potentiel commercial face à l'Australie. Et les autorités françaises en sont parfaitement alertées. Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a également émis le souhait que la Nouvelle-Calédonie soit partie prenante aux instances de dialogue politique en matière de politique étrangère et de sécurité, compte tenu du fait qu'elle dispose du statut de membre à part entière du Forum des îles du Pacifique et de la Communauté du Pacifique, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne. L'importance pour la France de jouer tout son rôle dans la région et d'être moteur pour ses partenaires européens a été soulignée par le président de la République dans son discours en août dernier à la conférence des ambassadeurs, lors de laquelle il a appelé à se, je le cite, mobiliser pleinement pour construire une stratégie française dans l'axe Indo-Pacifique. L'accord-cadre offre donc des mécanismes de dialogue utiles pour que la France puisse jouer ce rôle de puissance indo-pacifique. Et cette utilité prend un relief particulier lorsque l'on songe par exemple au contrat conclu par Naval Group avec l'Australie en 2016 pour la construction de 12 sous-marins océaniques. Il s'agit pour notre relation bilatérale d'un projet structurant de longue durée. Il conviendra d'ailleurs qu'il soit soutenu par une présence française
active et visible sur place. Plusieurs intervenants australiens ont attiré mon attention sur ce point. La France doit faire savoir qu'elle est présente en Australie. Je sais qu'au sein de cette commission, nous sommes nombreux à souhaiter l'émergence d'une Europe puissance, à tout le moins d'une Europe qui soit un acteur mondial. Et on comprend bien l'intérêt pour l'Australie de se rapprocher de l'Union européenne alors qu'elle voit son voisin chinois prendre une toute nouvelle dimension dans la région. Dans cette perspective, il est nécessaire que l'Union européenne renforce sa présence dans la vaste et dynamique région de l'Asie-Pacifique. À cette fin, il apparaît que l'Australie est un partenaire naturel qui est déjà un acteur incontournable pour stabiliser, pour pacifier, pour soutenir l'instauration de règles conformes aux principes et aux intérêts des Européens. Enfin, sur le plan international, l'Union et l'Australie ont des positions très proches sur les principales questions de politique étrangère, comme celles relatives à l'Ukraine, à la Russie, à la République populaire démocratique de Corée ou encore au Proche-Orient. Par conséquent, le présent accord-cadre me paraît être un bon accord et pour tout dire un accord nécessaire car il vise à promouvoir des normes auxquelles les peuples européens sont attachés, nous sommes attachés, en un temps et dans une région où celle-ci pourrait être menacée. Par les engagements de coopération qu'il pose, il me paraît être fidèle aux liens profonds et anciens noués entre l'Union européenne et l'Australie et matérialisé par le sacrifice de leur vie fait par de nombreux Australiens sur les champs de bataille européens pendant les 2 guerres mondiales. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à en autoriser la ratification.